Bienvenue dans cette émission mensuelle consacrée aux éphémérides du ciel et aux observations à réaliser à l'œil nu ou aux instruments astronomiques. Accompagné de Mathieu, astronome amateur dans le 49, nous allons pouvoir tout d'abord embarquer à bord de Galiléo en direction de Jupiter. Ensuite, dans les événements du mois, nous allons détailler l'élongation ouest de Mercure et une pluie d'étoiles filantes célèbre. Puis nous passerons aux éphémérides des corps principaux du système solaire. Et enfin, nous partirons à la découverte de la nébuleuse des dentelles du Cygne. Mais avant cela, partons tout de suite en direction de la plus grosse planète du système solaire, Jupiter. Les premières observations spatiales de Jupiter ont été obtenues lors d'un rapide passage près de la planète par les sondes Pioneer. Rappelez-vous, on en avait déjà parlé. Elle a étudié en particulier la structure thermique de Jupiter et son bilan radiatif. Puis ce fut au tour de Voyager 1 et 2, qui ont surtout montré Jupiter dans sa globalité, contrairement à la mission Galileo, qui a fourni des vues détaillées des aspects caractéristiques de la planète. En effet, les images fournies ont une résolution 10 fois supérieure à celle de Voyager. Alors la sonde, qui pesait un peu plus de 2 tonnes, était divisée en 2 parties. Il y avait l'orbiteur et le module de descente qui devait plonger dans l'atmosphère de Jupiter. La sonde a été lancée par la NASA le 18 octobre 1989. Elle ne va pas partir en ligne droite à destination de Jupiter, mais elle va faire quelques boucles à l'intérieur du système solaire pour aborder des corps célestes importants et lui permettre par là même d'économiser du carburant en ayant ainsi une assistance gravitationnelle. Ça va être le cas tout d'abord le 14 février 1990, lorsque la sonde va aborder Vénus et ainsi profiter de son assistance gravitationnelle. Les instruments de l'orbiteur vont également être testés à cette occasion, et l'un des objectifs des investigations était la détection d'éclairs dans l'atmosphère de Vénus. Mais malheureusement, à ce moment-là, aucun ne va être observé. Puis, entre le 8 décembre 1990 et une deuxième fois le 8 décembre 1992, la sonde va également bénéficier de l'assistance gravitationnelle de la Terre par 2 fois. La deuxième fois, d'ailleurs, elle subira une accélération de 3,7 km/s sans utiliser une seule goutte de carburant, ce qui montre ainsi l'utilité de l'assistance gravitationnelle. Le 11 avril 1991, l'antenne à grand gain principale de la sonde ne s'est pas déployée comme prévu et a nécessité une révision drastique des plans d'observation. Le débit des données a été ainsi réduit d'un facteur 10 000. Donc ça a été l'un des premiers problèmes qui est survenu sur la sonde Galiléo. Et malheureusement, c'est vrai que la mission a plusieurs fois frôlé la catastrophe. Plus légèrement, le 29 octobre 1991, la sonde survole son premier astéroïde, Gaspra, à une distance de 1600 km. Elle prendra 150 photos. Le 28 août 1993, un deuxième astéroïde est survolé. Il s'agit d'Ida, avec un passage à moins de 2400 km. On va notamment y découvrir que la densité de cratères est plus importante que sur Gaspra, et que comme Gaspra, elle possède un champ magnétique, et qu'elle a une petite lune de 1,6 km de diamètre qui gravite autour d'elle, qu'on baptisera d'ailleurs Dactyle. En juillet 1994, alors que la sonde Galiléo s'approche de Jupiter, le monde entier braque les télescopes, les grands télescopes, en direction de la planète. Effectivement, il est prévu un spectacle absolument grandiose et inédit. La comète Shoemaker-Levy 9, qui vient d'exploser en plusieurs dizaines de fragments, va bientôt entrer en collision avec Jupiter. Évidemment, la sonde Galiléo est aux premières loges et sa caméra enregistrera l'événement, dont on fêtera le 25e anniversaire au mois de juillet dernier.
La sonde arrive enfin à Jupiter, et le 13 juillet 1995, elle procède au largage de la sonde atmosphérique. Celle-ci va descendre jusqu'à 150 km de profondeur sous les nuages joviens, à une pression atmosphérique de 22 bars et sous une température de 150 degrés Celsius. Que va-t-elle bien pouvoir y découvrir ? Eh bien, tout d'abord, une proportion d'eau anormalement faible. Les analyses de Voyager indiquaient des niveaux d'oxygène, qui sont issus de l'eau, 2 fois plus importantes que celles enregistrées par la sonde de descente. Les scientifiques s'attendaient également à ce que la sonde traverse successivement 3 couches nuageuses bien marquées. Une première couche nuageuse de glace d'ammoniac, une deuxième couche de nuages de glace de sulfure d'ammonium et une troisième couche de nuages de glace d'eau. Les instruments de la sonde ne détecteront que des structures nuageuses très ténues et en particulier aucune donnée ne permet d'affirmer avec certitude la présence de nuages à base de vapeur d'eau. Les sondes Voyager indiquaient également une proportion d'hélium moins importante que celle que va découvrir la sonde atmosphérique. En plus de cela, l'abondance des gaz nobles, en particulier l'argon, le krypton et le néon, est également beaucoup plus importante que prévu. Le spectromètre de masse va également mesurer un ratio d'hydrocarbures 3 fois plus important que celui du Soleil. Et enfin, la vitesse des vents, qui va être mesurée par la sonde à plus de 700 km/h au lieu des 360 à 540 km/h qu'on attendait théoriquement. Et contrairement à ce qui est prévu, cette vitesse ne décroît pas avec la profondeur. Pendant sa descente, le module va également détecter près de 100 000 éclairs. Ceux-ci sont en moyenne 100 fois plus puissants, mais également 100 fois plus rares que sur Terre. La station de mesure atmosphérique va également permettre d'établir le profil pression-température de l'atmosphère de Jupiter depuis une altitude de 1000 km au-dessus des nuages jusqu'à 133 km sous cette limite. Alors, de ces anomalies du module de Galiléo de descente dans l'atmosphère, notamment en ce qui concerne la proportion d'eau anormalement faible, les structures nuageuses très ténues et d'autres mesures effectuées par la sonde, on conclura que la sonde sera descendue dans une région de Jupiter qu'on appelle un point chaud, c'est-à-dire une zone où les courants de convection sont extrêmement violents et où les nuages sont évaporés par les chaleurs intenses et où l'humidité y est très faible. 6 mois plus tard, le 7 décembre 1995, Galiléo s'insère en orbite autour de Jupiter, qu'elle ne quittera pas jusqu'au 21 septembre 2003, après quoi elle terminera sa mission en plongeant à son tour dans l'atmosphère de Jupiter et en se désintégrant. Au cours de sa mission, la sonde prendra 14 000 images de grande qualité. C'était donc la première sonde à effectuer une mission ciblée exclusivement sur la planète Jupiter. Et aujourd'hui, eh bien, on a les images de Juno qui nous parviennent et qui sont encore plus extraordinaires et qu'on suit attentivement. Merci Mathieu pour ce voyage vers Jupiter. Alors maintenant, on peut passer aux événements célestes du mois. Alors le 8 à 11h, nous le rappelons en heure locale française, Vénus a son périhélie. Le 10 à 8h, c'est la plus grande élongation ouest de Mercure. Alors dans quelle direction va-t-on pouvoir l'observer ? Alors en fait, Mercure, elle va être surtout observable dans la direction est-nord-est, mais relativement bas sur l'horizon. Et dans quelle plage horaire peut-on l'observer ? Alors en fait, Mercure, elle se lève 1 heure avant le lever du soleil, mais le problème c'est que ça c'est théorique, et que si on est par exemple situé sur un site très dégagé, comme par exemple l'océan, eh bien la planète sera extrêmement basse sur l'horizon. Il va falloir attendre qu'elle s'élève un peu. On va dire l'élévation raisonnable, c'est une demi-heure après son lever. Donc le soleil va commencer à... Alors il n'apparaîtra pas encore, mais les lueurs de l'aube seront très importantes. La luminosité solaire sera également très importante. Et du coup, Mercure, elle sera en limite de visibilité, on va dire. Et quelles seront les conditions d'observation ?
Et voilà, en fait, c'est comme je viens de dire, il va falloir un horizon extrêmement dégagé et un ciel excellent. La magnitude apparente visuelle de Mercure, elle est de 0. Ça veut dire qu'elle est parfaitement observable à l'œil nu. Le problème, c'est qu'elle va se lever avec un écart très faible avec le Soleil. Du coup, attendre qu'elle s'élève sur l'horizon, c'est attendre aussi que le Soleil il s'approche de l'horizon et que la luminosité commence à être assez importante. Donc, du coup, le meilleur tempo, j'irais, pour tenter d'observer Mercure, c'est à peu près une demi-heure avant le lever du Soleil, et avec un site extrêmement dégagé. Si vous n'arrivez pas à la voir à l'œil nu, ce qui peut arriver, ça dépend des conditions météorologiques, eh bien, tentez avec une petite paire de jumelles, ça sera déjà plus facile. Je rappelle en passant, juste pour signaler, que si vous observez également avec des instruments, télescopes ou lunettes astronomiques, Mercure a un diamètre apparent presque 3 fois inférieur au diamètre apparent de Saturne lorsqu'elle est au plus près de nous. Et c'est donc si on voit quelque chose, il va falloir pousser le grossissement sur notre instrument. Et même avec le grossissement poussé, il faut savoir que la lumière de Mercure va avoir une trajectoire très longue à faire dans les couches atmosphériques et donc du coup susceptible d'être affectée par les turbulences atmosphériques. Donc c'est pas certain que même avec des bons instruments astronomiques on arrive à voir le disque de Mercure. C'est quand même à tenter. Exactement. Alors le 13 à 5h40, c'est le maximum de l'essaim météoritique des Perséides. Alors en quoi cet essaim météoritique est-il célèbre ? Alors il y en a beaucoup d'autres, essaims, et d'ailleurs on en parle régulièrement dans nos éphémérides. Mais les Perséides, c'est l'essaim le plus spectaculaire et le plus populaire de l'année, car il se produit lors de la période estivale dans l'hémisphère nord, et donc du coup évidemment il y a un peu plus de courageux pour sortir dehors la nuit et attendre le passage d'une étoile filante. Et quelle est l'origine de cet essaim ? Alors les essaims météoritiques de manière générale, ils sont composés de météores, ou on appelle aussi des étoiles filantes, et ce sont des poussières, voire de petits cailloux qui tombent dans la haute atmosphère, où là ils vont être en fait fortement échauffés à la fois par la vitesse élevée et par les gaz atmosphériques. D'ailleurs la température monte jusqu'à 1650 degrés dans la queue d'une étoile filante. Et donc on comprend que ces poussières-là sont en train de brûler dans l'atmosphère, et c'est ce qui fait que l'on voit en fait une traînée lumineuse. Alors ces poussières-là, elles proviennent bien souvent de nuages de débris vastes qui sont laissés par des comètes de passage à divers endroits de l'orbite terrestre. Donc elle provient d'une comète, mais laquelle ? Alors là, pour les Perséides, il s'agit de 109P Swift-Tuttle. C'est une comète qui a un noyau de 26 km, donc assez imposant quand même, et qui a une orbite de 133 ans, donc elle ne repasse pas souvent par chez nous, et voilà, on n'a pas l'occasion de la voir bien souvent. Donc à quelle vitesse à peu près ces étoiles filantes vont-elles aller ? Alors c'est très variable d'un essaim à un autre. Là les Perséides, les étoiles filantes des Perséides descendent à 58 km par seconde. Si on convertit en km/h, ça fait 200 000, un peu plus. Et cette vitesse-là, ça commence à être assez rapide comparé à d'autres, parce que vous avez des essaims qui vont avoir des étoiles filantes qui vont avoir une vitesse de 20 km/s, donc ce sont les plus faibles. Et puis vous allez à l'inverse avoir des étoiles filantes qui vont être extrêmement rapides, jusqu'à 80 km/s. Donc là, 58 km/s, ça commence à être rapide. À titre de comparaison, les Géminides, qui est une pluie tout aussi riche en étoiles filantes, ne dépassent pas les 35 km/s, ce qui est un peu plus agréable à savourer. Mais elle est moins populaire parce qu'elle tombe en plein hiver, et là les courageux pour sortir dehors, il y en a moins aussi en fait. Alors à quoi on peut s'attendre exactement dans cette pluie d'étoiles filantes ? Alors le pic, il va avoir lieu dans la nuit du 12 au 13 août, et on s'attend, d'après les prévisions, entre 100 et 150 météores par heure. À observer quand ? Je dirais observer entre 2h et 5h du matin. Il faut savoir que le 15 du mois d'août, on a la pleine lune.
Donc là, le 13, on est 2 jours avant la pleine lune. Donc la lune, elle est quasiment pleine, en fait, à ce moment-là, et donc elle va être très gênante. Et la lune, malheureusement, va être visible à peu près toute la nuit. Ça veut dire qu'on ne va pas avoir un ciel bien noir pour pouvoir observer ces étoiles filantes, et donc on va en voir un peu moins que les estimations maximales. Je dirais que là, pour pouvoir bien observer le pic, le mieux, ça va être d'attendre un petit peu avant l'aube, quand la lune sera couchée. Maintenant, est-ce qu'on regarde un peu n'importe où dans le ciel, ou est-ce qu'il y a un endroit précis pour regarder? Alors le radian, c'est-à-dire le point d'où semblent provenir les étoiles filantes, en fait, il est à cheval entre les constellations de Persée, d'où provient le nom de l'essaim météoritique, et de Cassiopée. Vous vous souvenez, la constellation qui forme un W un petit peu tordu dans le ciel. Alors maintenant, ça, c'est le radian, mais c'est pas forcément là que les étoiles filantes vont être le plus visibles, parce qu'après, elles proviennent de là, mais elles s'éparpillent un peu partout dans le ciel en brûlant dans l'atmosphère. Donc, après, c'est vrai que c'est un essaim qu'on ne va pas observer plein sud, parce qu'évidemment, c'est à l'opposé du radian, mais on va observer plutôt dans la région du radian, donc c'est-à-dire direction nord, zénith, c'est là que ça va être le mieux. D'accord. Alors, ce jour-là, c'est vrai que c'est le maximum de cette pluie d'étoiles filantes, mais si on est dans l'impossibilité de pouvoir regarder ce jour-là, est-ce qu'il y a d'autres jours où on pourrait potentiellement pouvoir observer? Les Perséides, en fait, le pic, c'est le 13, mais la période d'activité, c'est du 17 juillet au 24 août. Donc on a quand même beaucoup de marge pour observer. Donc si on loupe, éventuellement, c'est pas gênant. Maintenant, par contre, je précise juste avant que c'est vrai que le mieux, ça va quand même être d'observer les Perséides dans la première moitié du mois d'août, parce que la Lune ne sera pas encore trop présente dans le ciel à cette époque-là. D'accord. Donc ça sera plus facile. On sait aussi qu'il y a plusieurs pluies d'étoiles filantes. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont être observables ce mois-ci? Alors j'ai relevé d'autres essaims au mois d'août. On a le 4, par exemple, le maximum des Iota Aquarides Sud. On prévoit 2 météores par heure et elles seront observables vers 5h du matin en direction du sud-ouest. Le 8, on a également les maximums des Delta Aquarides Nord qui sont actifs du 15 juillet au 25 août, avec un pic prévu à 4 météores par heure. Donc là, on va les observer vers 5h du matin, plein sud, au-dessus de Neptune. Et puis le 17, on a le maximum des Kappa Cygnides à 22h30, avec un pic à 3 météores par heure. Et le 20, maximum des Iota Aquarides Nord, observable à 5h du matin au-dessus du sud-ouest, avec 3 météores par heure également. Voilà, donc c'est quand même beaucoup moins spectaculaire que les Perséides malgré tout. Voilà, mais ce sera l'occasion de sortir son transat pour pouvoir regarder ces belles pluies d'étoiles filantes. Le 20 ensuite à 9h, Mercure sera à son périhélie. Et enfin, le 26 à 3h, Mars sera à son aphélie. Maintenant, on peut passer à l'activité solaire de ce mois-ci. Et donc, alors en ce moment, on est en plein minimum de l'activité solaire. Donc, je suppose que là, le soleil va être très calme ce mois-ci. Là, pour retracer un peu l'activité solaire de juillet, on a eu des observations qui ont été faites qui montrent qu'en fait on est en pleine transition entre le cycle solaire actuel 24 dans lequel on est en ce moment et le cycle solaire 25 futur donc qu'on attend, et donc on est en pleine transition entre ces deux cycles là. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas eu une activité solaire folle, mais quand même, elle a été intéressante à plus d'un titre. Je vais commencer par le 1er juillet. Là, on a eu une minuscule tache solaire qui a fait une brève apparition dans l'hémisphère sud du Soleil pendant quelques heures. Et particularité de cette tache, eh bien, la polarité de son champ magnétique est inverse à celle d'autres taches ayant séjourné jusque-là dans la même région. Donc un indice qu'elle pourrait peut-être faire partie du cycle solaire 25 qu'on attend. Entre le 7 et le 8 juillet, on a eu une nouvelle tache solaire minuscule qui a émergé dans l'hémisphère sud cette fois-ci. Et elle avait alors
trois caractéristiques importantes. Déjà, une polarité magnétique inverse aux tâches classiques du cycle 24 que nous quittons actuellement. Et puis il y avait également son inclinaison et sa latitude élevée qui montrait qu'elle constituait un prémisse du futur cycle 25. D'ailleurs, elle va durer assez longtemps pour recevoir une désignation numérique, AR 2744, et elle va devenir la première tâche officielle du cycle solaire 25. Hormis ces petites nouveautés, entre le 9 et le 10 juillet, le vent solaire soufflé par un trou coronal dans l'hémisphère nord va atteindre un peu plus de 600 km/s, c'est-à-dire 2 175 000 km/h. C'est à peu près 2 fois plus que la normale. Et cette accélération du vent solaire va causer quelques tempêtes géomagnétiques ainsi que des aurores polaires intenses. Et enfin, entre le 22 et le 23 juillet, on a eu une micro-tache sporadique qui s'est développée et qui présentait les caractéristiques du cycle solaire 24. Donc c'est bien ce que je disais en introduction, c'est-à-dire qu'on est vraiment en pleine transition entre deux cycles solaires désormais. Voilà pour ce qui est du Soleil. Alors maintenant, pour la Lune. On a le premier à 5h12, elle sera nouvelle. Le 2 à 9h08, la Lune sera au périgée. Le 7 à 19h31, on pourra observer le premier quartier de la Lune. Le 15 à 14h29, ce sera la pleine Lune. Le 17 à 12h50, la Lune sera à l'apogée. Le 23 à 16h58, le dernier quartier de la Lune sera visible. Et enfin, le 30 à 12h37, la Lune sera de nouveau nouvelle. Pour ce qui est des autres corps principaux, nous avons Mercure. Alors elle sera difficilement observable peu avant le lever du Soleil. Et puis en fin de mois, elle sera inobservable. Pour ce qui est de Vénus et Mars, elles seront toutes les deux inobservables. Cérès sera observable en première partie de nuit. Pallas sera observable aussi en première partie de nuit. Junon sera inobservable. Vesta sera observable en seconde moitié de nuit. Jupiter sera observable en première partie de nuit. Saturne sera observable presque toute la nuit. Uranus observable en seconde partie de nuit. Neptune observable pratiquement toute la nuit. Et enfin Pluton sera observable aux instruments pratiquement toute la nuit. Nous pouvons maintenant passer à la dernière partie de cette émission. Et donc, comme chaque mois, on part à la découverte du ciel profond, que ce soit nébuleuse, galaxie ou amas d'étoiles. Et ce mois-ci, on a choisi la nébuleuse des dentelles du Cygne. Alors, il s'agit d'une nébuleuse en réflexion et c'est un résidu, ce sont des résidus en fait de supernova. Les supernovas, c'est quoi ? C'est une étoile géante, beaucoup plus massive que le Soleil, qui, arrivée en fin de vie, va exploser et projeter la matière un peu partout dans l'espace. Comme son nom l'indique, les dentelles du Cygne se situent dans la constellation du Cygne, sans surprise, et à une distance d'environ 1400 années-lumière. Elle a été découverte en 1784 par William Herschel. Elle a d'autres noms qu'on lui donne un petit peu moins souvent, comme les voiles du Cygne, la boucle du Cygne, la nébuleuse du Cyrus ou la nébuleuse du balai de sorcière. Alors pour décrire cette nébuleuse, en fait, elle est surtout d'aspect filamentaire, très vaste, très morcelée et très sombre, en particulier dans le domaine visible. On la localise, pour la localiser, en fait, il faut déjà trouver Deneb. Deneb qui est une des étoiles brillantes du triangle d'été, la plus proche de l'étoile Vega, qui est l'étoile la plus brillante du triangle d'été en fait. Deneb constitue la tête du Cygne. Auprès de Deneb, il y a 3 étoiles moyennement lumineuses et presque alignées qui sont en direction d'Altaïr. Alors ces 3 étoiles-là constituent une partie des ailes de la constellation du Cygne. Les dentelles du Cygne, vous les trouverez près de l'étoile la plus à l'est, en continuant un peu le segment formé par ces 3 étoiles des ailes du Cygne.
Alors, les dentelles du cygne, c'est riche, parce qu'elles sont divisées en plusieurs grandes structures. On va en citer 3, mais il y en a d'autres. Déjà, il y a la grande dentelle, qui est immatriculée NGC 6992, et qui est en fait la partie la plus brillante des dentelles du cygne. Elle a la forme d'une longue virgule. Et moi, la première fois, en fait, pour la petite anecdote, la première fois que j'ai observé les dentelles du cygne, c'était dans un gros télescope de 400 mm d'ouverture. C'était l'été dernier, 2018 donc, et c'était absolument spectaculaire et splendide. Et quand j'ai retiré mon œil de l'oculaire, je me suis dit qu'avec mon petit télescope de 150 mm, c'était pas la peine de tenter. Et puis là, au mois de juin de cette année, j'ai dit tiens, pourquoi pas, je vais quand même tenter les dentelles du cygne. J'ai pointé la région, et sans surprise, évidemment, la première tentative a été un échec, surtout que j'avais observé sans filtre. La deuxième tentative, je vais la faire dans des conditions légèrement meilleures, les deuxième et troisième tentatives, et surtout avec des filtres, alors avec un filtre UHC en particulier. Et là, tout de suite, la nébuleuse va m'accrocher à l'œil, et depuis ce temps-là, évidemment, j'ai fait quelques belles observations sous des ciels encore meilleurs des dentelles du cygne. Donc c'est parfaitement accessible avec un 150 mm. Et comme on le verra après avec plus petit, parce que c'est peut-être possible avec une lunette de 80 à 100 mm, même avec des bonnes jumelles, mais c'est sous un ciel extra. Et puis surtout, que ce soit jumelles ou lunettes, il faudra quand même filtrer, soit en UHC, soit avec un filtre qu'on appelle oxygène ionisé, ou plus familièrement O3, qui permet vraiment de sélectionner la bande interférentielle la meilleure pour observer cette nébuleuse. À côté de ça, vous avez la petite dentelle, je ne l'ai pas encore observée celle-là, NGC 6960, qui se situe à l'opposé de la grande et qui présente la particularité d'effleurer visuellement une étoile de magnitude 4,2, donc visible à l'œil nu. Elle s'appelle 52 Cygni pour info, et ce qui rend le pointage beaucoup plus aisé. Alors, elle est très facile dans un télescope de 200 mm, sitôt qu'on le filtre avec un UHC ou un O3, et d'ailleurs, avec ce genre de télescope, sous un bon ciel, on peut même apprécier le dédoublement du filament principal au nord de l'étoile. C'est peut-être même possible d'observer la petite dentelle avec un instrument plus petit. Et il y a enfin le triangle de Pickering entre les deux dentelles, mais plus proche de la petite. Il a l'aspect d'un triangle filamenteux allongé. Par contre, il faudra au moins un télescope de 200 mm et filtré en O3 pour arriver à le distinguer, parce que lui, il est quand même beaucoup plus faible et beaucoup plus difficile à voir. Et ensuite, vous avez d'autres nœuds isolés ou des extensions aux structures principales qui s'ajoutent à l'ensemble. Mais bon, ça serait trop long d'en parler. Voilà que se termine cette émission. Nous remercions tous nos auditeurs de nous avoir suivis, en particulier ceux qui sont fidèles et abonnés à notre chaîne, mais on invite aussi les autres à s'abonner pour être alertés de l'apparition de prochaines émissions. Avant de se quitter, on a une grande nouvelle à vous annoncer, puisque nous aurons le plaisir d'accueillir un nouvel invité sur notre chaîne à partir de notre prochaine émission des Éphémérides du ciel au mois de septembre. En attendant, bonnes observations à tous et à toutes. Thank you.